Donc il me revient de vous présenter les comptes. Vous avez reçu lors de la convocation la plaquette financière et les comptes qui vont vous être présentés. C'est une base analytique qui permet d'avoir une visibilité un petit peu différente de celle traditionnelle. En préambule, les faits marquants qui ont marqué l'exercice 23-24. D'abord, nous avons 3 sélections phares qui ont participé à des phases finales de compétitions internationales. De mémoire, les féminines ont participé à la Coupe du Monde en Australie. Nos espoirs ont participé à l'Euro en Roumanie. Et évidemment, l'équipe de France a participé à l'Euro en Allemagne. C'est petit sujet sur l'Euro 2024, l'équipe de France. La participation financière n'impactera pas l'exercice 23-24, elle sera reportée sur l'exercice 24-25, comme on a l'habitude de le faire traditionnellement, puisque c'est la date à laquelle l'équipe de France sort de la compétition qui détermine leur attachement à l'exercice. A contrario, pour la Coupe du Monde féminine et pour l'Euro des espoirs, eh bien, ils sont intégrés dans l'exercice qui vous sera présenté. À noter aussi un élément important qui est une augmentation des recettes de la billetterie. Nous avons généré plus de 4 millions d'euros de recettes par rapport à l'année précédente, et ceci malgré l'absence de rencontres au Stade de France. Le Stade de France, je vous le rappelle, était occupé pour la période olympique, et nous avons pu délivrer nos matchs en province. On aurait pu penser qu'effectivement ça puisse être compliqué de générer autant de recettes, pour autant c'est une satisfaction d'avoir pu remplir ces stades de province. L'exercice 23-24 a été aussi marqué par un certain nombre de litiges qui ont trouvé leur dénouement. J'en citerai 3. Le premier, le PSE, vous savez, c'est un sujet excusez-moi l'expression, qu'on traîne depuis longtemps. Et il y a eu un certain nombre de décisions juridiques qui ont conduit jusqu'au Conseil d'État à prendre une position et à valider définitivement ce plan. Dès lors, le sujet reste pendant devant la juridiction prud'homale, mais le PSE n'est pas remis en cause. L'URSSAF, vous le savez, lors de la dernière assemblée, nous avions fait état d'un contrôle de l'URSSAF qui avait amené à ce que des observations nous soient faites qui étaient valorisées à hauteur de 3 200 000 euros de redressement. Nous avons évidemment contesté un certain nombre de griefs qui ont amené à revoir le redressement qui s'est finalement terminé à hauteur de 1,8 million d'euros, ce qui veut dire par le jeu des provisions que l'exercice 23-24 eh bien, a été amélioré de 1,4 million du fait de la différence entre la reprise de provision et la charge constatée. Enfin, un mot sur les contentieux clubs. Vous savez, nous avions quelques contentieux qui étaient en cours, notamment un contentieux avec un club pro, Reims, et ce contentieux a été définitivement clos par la décision du Conseil d'État qui a rejeté le pourvoi de Reims. Alors il n'y a pas d'impact financier puisque aucune provision n'avait été passée, mais pour autant, si effectivement la décision nous avait été défavorable, l'impact aurait été évidemment beaucoup plus important. Il faut s'en féliciter, ça confirme effectivement que les décisions de la DNCG sont intégralement respectées. Lors de la saison 23-24, nous avons aussi mis en place une opération des mini-buts qui a permis de délivrer 5000 mini-buts à plus de 2500 clubs pour un coût de 800 000 euros qui a impacté l'exercice. Enfin, nous avons lancé la construction du centre de l'espace de la performance à Clairefontaine, qui était un sujet qui avait été de longue date mis en œuvre, mais qui avait été arrêté pour raison de Covid, a enfin été lancé. La construction est en cours et elle a été, je le rappelle, financée intégralement par emprunt. Je vous présente les recettes. Les recettes de l'exercice 23-24 s'élèvent à 283 millions d'euros. Elles sont constituées, vous le voyez, en grande partie par les partenariats et les activités commerciales qui représentent 45% de l'ensemble. Les droits de TV représentent 20%. La billetterie, 7%. C'est un montant important puisqu'on a quasiment atteint 20 millions d'euros de recettes. Et enfin, la contribution de la LFP s'élève à 31 millions d'euros, soit 11%, en intégrant la contribution spécifique qui avait été allouée dans le cadre de la création de la société commerciale. Ces recettes sont bien évidemment, n'intègrent pas les éléments qui relèvent des compétitions exceptionnelles, donc des 2 phases finales qui ont été réalisées par les féminines et les espoirs, que j'aurai l'occasion de vous présenter ultérieurement. En comparaison d'une saison à l'autre,
En gros, en comparaison de la saison 2023-24 par rapport à la saison 2022-2023, vous avez à l'écran les différentes variations de l'ensemble des composantes de nos recettes. Alors, vous constatez effectivement deux variations principales qui sont à la baisse, les partenariats et les droits télé. Alors pour les partenariats, le contexte, il faut rappeler que le contexte en 2022-2023, nous étions au sortir d'une Coupe du Monde avec un parcours, j'ai envie de dire plus qu'honorable, et qui a permis effectivement la génération de recettes exceptionnelles. J'aurai l'occasion d'y revenir. Les droits télé aussi, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les partenaires droits télé sont compensés par d'autres postes qui sont en progression, comme la billetterie dont je vais parler, et puis le retraitement des dénouements de litiges qui amènent effectivement un améliorant économique. Au final, vous pouvez avoir à l'écran que le total des recettes générées lors de l'exercice précédent est sensiblement le même que celui de l'exercice 23-24. Comme l'a dit Aline, c'est une très bonne nouvelle puisque la prévision qui vous avait été présentée en juin 2023 était bien moins favorable. Donc il faut se féliciter qu'une exécution ait pu être bien meilleure. Dans le détail, les partenariats, vous voyez les différentes composantes de l'agrégat partenariat qui amènent effectivement à ce que, ligne par ligne, on puisse identifier les différents écarts. Donc sur l'équipementier, un écart relativement important, mais qui est là encore dû, je l'ai dit en préambule, à la Coupe du Monde, puisque lors de la Coupe du Monde, nous avions pu bénéficier d'un bonus spécifique versé par notre équipementier et par ailleurs de royalties au titre de la vente de maillots qui sont élevés à 3,5 millions, que nous n'avons pas eu sur l'exercice 23-24. Notez que les partenaires de l'équipe de France sont toujours en croissance, puisqu'on atteint 40 millions de recettes au titre de l'ensemble des partenariats qui gravitent autour de l'ensemble des sélections nationales. Le merchandising, lui aussi, a vécu un moment un peu plus compliqué, puisque effectivement, l'effet Coupe du Monde n'a pas eu lieu en 23-24, et vous voyez qu'effectivement, sur 22-23, nous avions atteint 8 millions de recettes contre 6 au titre de l'exercice 23-24. Au niveau des droits télé, on constate une diminution du total des droits télé sur les deux saisons qu'il faut relativiser. En effet, de mémoire, sur l'exercice 22-23, nous avions opéré un ajustement qui venait de la fin du mandat de commercialisation avec l'UEFA, qui nous avait conduit à mener une discussion avec l'UEFA dans le cadre de la retransmission des matchs que nous avions pu offrir, 39 au lieu des 40 qui étaient attendus. Et dans cette discussion, eh bien, l'UEFA a entendu nos arguments pour nous permettre effectivement de générer un bonus de 2 millions d'euros qui a été affecté sur la saison 2022-2023, ce qui, en termes de comparaison d'une saison à l'autre, ramène les droits télé au même niveau, donc il n'y a pas d'évolution sur les droits télé. Sur les autres produits, la billetterie, vous voyez la conséquence effectivement de la progression de la billetterie qui provient principalement des matchs de l'équipe de France. En 2022-2023, nous avions joué 3 matchs en France, principalement au Stade de France. Nous avons pu jouer en 23-24 7 matchs qui ont lieu dans les différents stades de province. La progression de la billetterie est de l'ordre de 5 millions d'euros, ce qui est presque, je crois, de mémoire, quasiment un record. À noter aussi que la finale de la Coupe de France, qui a eu lieu effectivement à Lille, qui n'a pas pu avoir lieu donc au Stade de France, bien, affiche effectivement une diminution de la recette. Au total, on affiche plus 4,4 millions de recettes de billetterie. Je tiens aussi à noter le parcours réalisé par la billetterie dans le cadre de la vente de billets pour les féminines et les espoirs dans l'opération pré-olympique. Et on a eu un engouement assez particulier qui a généré effectivement 1,2 million de recettes au niveau des féminines et des espoirs, qui était particulièrement appréciable. Au niveau des contributions de la LFP, elles sont au même niveau qu'elles étaient quasiment l'année dernière. La seule diminution provient de la refacturation des frais des arbitres, qui est en diminution. Alors, c'est pas une diminution, je dirais, ça n'a pas d'impact sur notre résultat, puisque vous savez qu'on refacture précisément le coût de l'arbitrage à la LFP au titre de la consommation des honoraires pour les arbitres de L1 et L2. Mais il faut avoir à l'esprit que, en exercice 23-24, le nombre de clubs évoluant en D2 a été réduit, et donc mécaniquement, les honoraires ont été diminués d'autant. Enfin, vous trouvez à droite le poste produits fédéraux.
Bon, la variation globale, elle est surtout due aux opérations techniques qui sont liées au transfert de charges et aux reprises de provisions, qui sont des opérations comptables rattachées à des flux nés des phases finales de compétitions internationales ou à des dénouements de litiges. Et ce sont des opérations techniques, mais qui amènent effectivement du résultat auprès de la fédération, et ça se traduit par l'écart que vous pouvez avoir à l'écran. Au niveau des charges, les charges sont de l'ordre de 282 millions d'euros, donc ce sont les charges courantes, toujours sans compétition exceptionnelle. Elles sont principalement dédiées au foot amateur et à l'LFP pour 105 millions d'euros, soit 37% de l'ensemble de nos dépenses. 30% vont au football d'élite, 4% au club de L1, L2 participant à la Coupe de France, y compris la finale, et le reste étant dédié aux frais de fonctionnement de la fédération, qui sont constitués par les charges dites de fonctionnement, ainsi que les frais de personnel. Dans le détail, donc ces 282 millions sont affectés au football amateur à travers effectivement différents axes, les aides au territoire, les aides aux clubs évoluant en championnats nationaux, et puis toutes les actions qui sont liées à l'animation. Vous noterez qu'on a dissocié dans le document la LFFP, puisqu'elle a été créée en 23-24, et contrairement à ce que l'on faisait précédemment, on avait rattaché l'ensemble des championnats de D1 et D2 féminines au football amateur. Dorénavant, ces championnats seront dissociés et intégrés dans la LFFP, ce qui traduit le petit changement qui apparaît à l'écran. Au niveau du football d'élite, vous retrouvez l'ensemble des composantes qui sont les sélections nationales, toutes les sélections nationales, et l'ensemble des actions menées par la DTN et la direction de l'arbitrage, ainsi que Clairefontaine, qui est l'outil principal utilisé par nos sélections et qui est utilisé à plus de 80% par ces sélections. Le foot élite représente 30% de l'ensemble des dépenses. Vous avez les clubs de L1, L2 et la finale à la Coupe de France, ainsi que les frais de fonctionnement et les frais de personnel. Pour rentrer un peu plus dans le détail au niveau du football amateur, vous avez à l'écran l'ensemble des comparaisons des différents agrégats qui constituent le football amateur. Les aides au territoire, elles sont inchangées. Les aides aux compétitions, elles sont en légère progression. À noter quand même que vous voyez que la ligne des aides au club est presque étale. Il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, la réforme des championnats qui avait été initiée amène à ce que le nombre de clubs soit de manière régulière diminué. Pour autant, le montant des aides au club reste le même, ce qui veut dire qu'on reporte les aides qui étaient portées par un grand nombre de clubs sur un moindre nombre, mais on respecte l'engagement qui avait été pris de ne pas réaliser d'économies au profit de la fédération, mais de les réinjecter au niveau des clubs. Au titre des aides au club, c'est le FAFA, donc le FAFA est étal, et en fait, les deux choses qui varient véritablement, c'est la dotation de l'équipementier, donc c'est la dotation en équipement que nous met à disposition notre équipementier et qui est associé, qui est distribué au profit du football amateur. Enfin, notez que les dotations Coupe de France sont en légère baisse. Ceci est dû à la décision qui avait prise l'année dernière, qui avait été prise la saison dernière au titre des dotations Coupe de France, qui avait été réduite au regard de la diminution des droits télé, et donc qui ont amené effectivement à impacter quelque peu le football amateur, mais surtout le football pro. Il faut savoir que voilà, la modification de cette dotation, elle a pénalisé les clubs pro à hauteur de 3 millions d'euros contre 400 ou 500 000 euros pour le foot amateur. Nous voulions faire un focus sur le développement des championnats féminins. Et vous avez à l'écran la trajectoire qui a été réalisée au titre du financement des championnats féminins. On entend par championnat féminin la D1 et la D2 féminines qui sont maintenant rattachées depuis 23-24 à la LFFP, comme j'ai eu à le dire. Vous voyez que la trajectoire, elle est croissante et ça traduit effectivement la volonté de la fédération d'investir massivement dans le développement des championnats féminins. Mais il faut avoir à l'esprit que ce développement s'opère sans qu'il n'y ait effectivement de détriment des aides au football amateur. Comme vous avez pu le voir sur le slide précédent, les aides au football amateur sont restées constantes. Pour autant, l'effort qui a été porté sur les championnats féminins est quand même notable, tel que le diagramme vous est présenté. L'élite. L'élite recouvre les sélections nationales, principalement celles qui sont mises en exergue dans le document l'équipe de France A, les féminines.
L'équipe de France A, comme je vous l'ai dit, lors de la saison précédente, nous avions joué 3 matchs qui avaient eu lieu au Stade de France. A contrario, sur 23-24, nous avons joué nos matchs en province. Ce qui est intéressant, c'est je vais faire un petit parallèle entre la recette de billetterie que je vous ai affichée tout à l'heure sur les équipes de France et les dépenses qui ont été associées au titre de l'organisation des matchs. Et vous voyez qu'en 2022-2023, pour 3 matchs, le loyer du Stade de France plus l'organisation des matchs conduit à une dépense de près de 10,7 millions, soit plus que la recette que nous avons encaissée. A contrario, le fait de jouer les matchs en province a généré une dépense d'organisation de 7,3 millions contre, je le rappelle, 15,4 millions de recettes. Donc ça traduit, d'abord, ça traduit 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, jouer en province, la fédération valorise parfaitement ces matchs et surtout que le loyer du Stade de France était véritablement très élevé et que nous rentrons, vous le savez, dans une phase de discussion avec l'État pour conduire ce que sera notre relation avec le Stade de France à horizon des 30 ans à venir. Pour les féminines, l'effort qui est porté par la fédération pour améliorer enfin pour les féminines A, se traduit à travers le document, notamment à travers un montant de prime beaucoup plus important et un calendrier qui est lui aussi plus étoffé. Les sélections nationales, l'augmentation des sélections nationales est due principalement au calendrier, puisque les sélections, toutes les sélections nationales, jeunes et autres féminines, eh bien, la courbe de dépenses suit d'abord le nombre de matchs et aussi les déplacements souvent à l'étranger qui ont été relativement importants au titre de l'exercice 23-24. Vous retrouvez aussi les actions de la DTN ainsi que le fonctionnement du CNF qui est en augmentation lui aussi du fait, du champ inflationniste, mais aussi de l'utilisation intensive de Clairefontaine par les sélections nationales. Après avoir traduit tous les éléments courants, recettes et dépenses, un focus spécifique sur les 2 compétitions exceptionnelles, donc de l'équipe de France féminine A qui a joué en Australie et de l'équipe Espoir qui a joué en Roumanie, vous voyez qu'effectivement le solde net de ces compétitions est déficitaire. Donc pour 2 raisons. Alors pour l'Australie, on s'en doute, effectivement la dotation d'abord a été utilisée à 30% en hauteur de l'intéressement des joueuses, mais surtout les frais de déplacement pour se rendre en Australie ont été très importants, ce qui fait qu'effectivement le solde net de l'opération est déficitaire. Pour le championnat d'Europe, on est plutôt dans un schéma qui est différent puisque c'est la dotation qui n'est pas suffisante pour couvrir l'ensemble des frais que nécessite la délégation dans ces déplacements. Au final, vous retrouvez à l'écran la traduction depuis 5 ans du résultat net de la fédération avec ses différentes composantes. Je veux vous interpeller sur la première ligne qui correspond au résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, c'est l'ensemble des recettes moins les dépenses courantes qui traduisent effectivement l'utilisation des recettes de la fédération courantes, bien évidemment, dans le fonctionnement courant. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'atteindre cet équilibre de manière effectivement à s'assurer une bonne gestion et de veiller à ce qu'effectivement des dépenses exceptionnelles ne soient pas affectées à des dépenses courantes. C'est ce qui traduit cette première ligne et vous voyez qu'elle est relativement stable. On est d'une manière générale à l'équilibre et c'est précisément je dirais, un des vecteurs qui conduit notre quotidien pour faire en sorte que ce résultat d'exploitation soit à l'équilibre. Ensuite, le résultat financier. Le résultat financier, c'est principalement les produits financiers générés par les différents placements qui vient couvrir ou abonder le résultat exceptionnel qui lui-même est lié principalement à la participation de nos sélections aux phases finales. Vous trouverez ensuite la ligne intéressement qui, cette année, en 23-24, s'est élevé à 100 000 € et un impôt sur les sociétés qui est créditeur, puisque nous avons, de par le faible résultat, un crédit d'impôt, alors que les années précédentes, on a pu effectivement couvrir un montant d'impôt sur les sociétés. Sur les 5 années qui se sont écoulées, le montant des capitaux propres, qui sont alimentés principalement par les différents résultats des différents exercices, amène à ce qui fait une progression de l'ordre de 4 millions d'euros. Ces 4 millions d'euros représentent en gros 2% d'alimentation par saison et amènent à un niveau de fonds propres de 60 millions d'euros. C'est une valeur qu'il faut rapprocher du budget de la fédération, qui est quand même de 300 millions d'euros, ça représente 20%. Donc c'est pas exceptionnel, mais ça permet à la fédération de couvrir les éventuels risques qu'elle aurait pu ou qu'elle pourrait subvenir.